Nesrine, tu es écrivaine, animatrice, journaliste et tant d'autres choses. On a parlé ensemble de plein de sujets. On a beaucoup parlé de ton livre, surtout. Illégitime, qui t'a fait connaître au grand public, essentiellement. Pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, franchement, je le recommande. On a fait tout un tas d'interviews avec Nesrine plus poussées pour parler, dans le fond, justement, de ce livre. Est-ce que tu peux le présenter ? Alors, Illégitime est sorti en janvier 2021 et c'est mon histoire parce qu'en gros, j'ai grandi dans une petite ville de campagne qui s'appelle Apt, une ville de 10 000 habitants. Dans le sud. Voilà, exactement, dans le sud. Et j'avais envie de faire Sciences Po. J'avais beaucoup d'ambition quand j'étais petite. Bon, j'en ai toujours, mais à l'époque encore plus. Et je voulais absolument faire cette école, mais on m'a beaucoup dit que c'était pas possible. Et j'ai pris du temps pour comprendre que c'était lié déjà à mes origines étrangères, mais aussi au fait que j'étais dans une France qui était déclassée, qui était exclue. Donc voilà, donc je raconte dans ce livre un peu tout mon parcours pour arriver à Sciences Po, pour atteindre Paris, et aussi toute la relation que j'ai avec mes parents, qui sont restés ouvriers, et surtout même l'héritage immigré de mon grand-père qui nous raconte son histoire, ce que ça veut dire de venir en France du Maroc dans les années 70. Donc c'est un livre très personnel et très familial qui a été classé dans la catégorie des livres de transclasse. Moi je dirais que c'est plus un livre de témoignages. Oui, on dit souvent de toi que tu es une transfuge. Alors on a beaucoup questionné ce mot-là. Je sais qu'il te plaît pas forcément. Non, parce que je ne pense pas qu'on passe d'une classe sociale à une autre. Je pense que c'est aussi même nourrir le mythe de la méritocratie en disant ça. Donc moi, je considère que je ne suis pas une transclasse. Je suis juste une fille qui, à la fois, a des codes populaires et à la fois a des codes bourgeois dans certains aspects. Et voilà, donc c'est ma place. Elle est entre deux catégories qui sont beaucoup trop, on va dire, ancrées sociologiquement parlant. Tout a commencé avec ce livre, pour toi, plus ou moins, où tu racontes effectivement ton arrivée à Paris, tes origines, tu le disais, la difficulté que tu as eue aussi à t'intégrer à ce microcosme qui est Sciences Po. On parle de Sciences Po Grenoble, si je me souviens. Et puis Paris après. Et puis Paris après, voilà, les deux. Et la difficulté, c'est vrai que les étudiants de Sciences Po, et encore plus au moment où tu l'as fait, c'était il y a quelques années, étaient très normés, assez semblables, et tu as été assez mal accepté. Alors, c'était déjà un peu plus ouvert qu'il y a quelques années. Parce qu'il y a de mieux en mieux, effectivement. Oui, notamment à Paris, parce qu'il y avait la procédure CEP qui était ouverte du coup aux écoles dites défavorisées de banlieue parisienne. Donc du coup, il y avait déjà ce qu'on appelle la diversité, même si j'aime pas ce terme, mais il y avait une volonté d'ouverture sociale qui avait été donc mise en place par Richard Descoings, feu Richard Descoings, donc l'ancien directeur de Sciences Po Paris. Donc il y avait une volonté d'ouverture sociale, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne suffit pas s'il n'y a pas un accompagnement dans l'école pour faire accepter que ces gens-là sont méritants, même parfois plus que ceux qui sont nés pour ces écoles-là. Parce que ça leur demande plus de travail, ça demande plus une espèce de faire de rattrapage culturel. L'adaptation, voilà, à une culture qui est dominante, qui n'est pas forcément la culture qui devrait être le plus valorisée, mais on considère que la culture Sciences Po, la culture générale défendue par les grandes écoles, est une culture à avoir. Donc on a exigé qu'il y ait une culture dominante et une dominée. Donc voilà, et moi c'est vrai que après c'est parce que aussi j'ai une personnalité qui est plutôt forte. Je suis une femme maghrébine qui mesure 1m72, donc normalement on ne me rate pas. Je mets des talons, donc en plus, quand je traversais les couloirs de Sciences Po, j'étais pas du tout discrète. Et je pense que ça, toutes les femmes, en réalité, savent ce que c'est-à-dire les injonctions sexistes à la discrétion, à la soumission, etc. Moi, j'ai toujours été contre parce que je suis très féministe. Et donc, du coup, c'est vrai que ma personnalité, mes origines sociales et ethniques ont fait que les gens ton tempérament. Voilà, exactement, mon tempérament ont fait que les gens n'ont pas su comment réagir face à moi. Et donc, évidemment, cyberharcèlement, harcèlement scolaire et tout ce qui s'ensuit. Tous ces sujets-là, moi, je vous encourage réellement à lire le roman, l'autofiction, comment tu appelles ça Roman, c'est pas le roman de Nesrine. Il y en a un autre à venir, mais on en parlera tout à l'heure, parce que voilà, on se familiarise, on comprend un peu mieux dans ses yeux ce que c'est qu'être illégitime. Elle questionne beaucoup cette notion et c'est passionnant. Aujourd'hui, Nesrine, tu as largement évolué à partir de ce roman-là, autour de ce roman-là. On te consulte beaucoup, souvent, et tu es très présente sur les réseaux sociaux où tu as investi plein de causes qui comptent pour toi, pour lesquelles tu t'engages. Tu fais beaucoup aussi d'explications d'actualité, voilà, tu fais tout ce genre de choses. Ce métier-là, il n'existait pas il y a quelques années. On mixe plein de capacités, d'expériences, d'expertises différentes. Comment tu jongles avec tout ça? Comment tu t'y prends? En fait, j'ai oublié de préciser, je pense, mais je pense que tu l'as dit au début, je suis journaliste. Ma formation initiale, c'est d'être journaliste. Donc j'ai beaucoup travaillé pour des médias dits classiques. Quand j'étais petite, en fait, mon rêve, c'était d'être Claire Chazal. Mais pour être honnête, la télé, ça marche plus beaucoup, la presse écrite aussi. Et moi, j'ai trouvé que les réseaux sociaux, c'est un outil formidable pour faire du nouveau journalisme
journalisme pour faire un journalisme qui est incarné et qui s'intéresse surtout à la jeune génération. Parce que j'ai l'impression que la presse écrite, la presse traditionnelle s'adresse plutôt au CSP+, donc à des gens qui sont déjà informés, qui ont le capital financier et culturel pour pouvoir lire Le Monde, Libération, Le Monde diplomatique, etc. Ouais. Voilà. Et donc moi, je voulais vraiment m'adresser à la jeune génération. J'ai travaillé pour un média vidéo, pour être honnête, qui m'a pas très bien payé, donc j'ai compris qu'en fait, je pouvais me lancer en indépendante et faire les choses comme moi je le voulais. Et ça marche super bien parce qu'en fait, la cible que je vise moi, c'est les 18-35 ans pour être très large. C'est la jeune génération qui est très engagée sur l'écologie, sur le féminisme, sur l'antiracisme, l'anti-homophobie, anti-transphobie, etc. et qui a besoin de ressources informatiques et informatives et pédagogiques qui expliquent ces sujets-là et qui même interviewent des personnes qui sont concernées. Donc voilà, je me suis juste dit que c'était un outil génial pour faire du nouveau journalisme, même si c'est méprisé et ça l'est, par les médias traditionnels. Alors ça pose quand même une question, c'est que bien sûr c'est un média ultra démocratique. Le seul hic parfois, c'est la qualité de l'information, le travail. Tu l'as dit, toi, tu es légitime puisqu'écrivaine, journaliste, tu as travaillé pour ça. On trouve aussi tout un tas d'informations un peu farfelues qu'il est plus difficile de crédibiliser et de croire. Comment aujourd'hui on travaille au milieu de tout ce foisonnement d'informations? Comment soit on se force à rester journaliste, c'est-à-dire dans son intégrité, ses valeurs Mais je pense justement que c'est très important d'y aller en tant que journaliste parce que justement il y a profusion de fake news. Et de ne pas virer influenceur. Voilà. Voilà. Ouais, ça c'est tout l'enjeu, mais je pense que c'est essentiel d'y être, de prendre les codes des réseaux sociaux, c'est-à-dire d'avoir l'air, enfin même pas d'avoir l'air, mais d'être à proximité avec le public, de s'intéresser à eux, de leur poser des questions, de créer une interaction, parce que justement sinon on laisse le public qui veut s'informer aller vers des comptes qui ne sont pas de base journalistique. Nous en tant que journaliste, on a une rigueur. Par exemple, moi quand je monte une vidéo, j'ai fait une vidéo récemment sur l'arabe phishing. Je vais pas vous expliquer ce qu'est le terme, si ça vous intéresse, vous pourrez aller la voir sur ces réseaux sociaux. Voilà, mais en tout cas, la vidéo, l'écriture me prend 4 heures, le montage me prend 5 heures, et ensuite l'interaction avec le public me prend 3 heures. Donc c'est un vrai travail d'écriture, de montage, d'incarnation, ce qui est en fait les plusieurs facettes du métier de journaliste. Et vraiment, moi, je m'y attache, et je pense que beaucoup de jeunes journalistes sur les réseaux sociaux font la même chose, à s'appliquer la même rigueur et la même volonté de vérifier les sources, de toujours même expliquer aux gens comment on vérifie des sources, que les chiffres, ça se cite, que voilà, il y a on vraiment... le voit de plus en plus, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a toute une pédagogie qui se met en place, qui circule de bouche à oreille, que tu fais souvent par ailleurs. Tu réponds à chaque fois. Ce qui est fou, c'est ta pugnacité, parce que malgré ce parcours, on dirait que ça t'a encore plus renforcé, parce que maintenant tu t'attaques aux réseaux sociaux. Il y a encore, on en a beaucoup parlé, du cyberharcèlement. Les gens ne sont pas toujours d'accord avec toi. Comment tu endures ça ? Alors moi, j'ai aucun problème quand on n'est pas d'accord avec moi. J'ai un problème quand on m'insulte et quand on me dénigre. Et ça, c'est le rôle de toutes les femmes publiques, j'ai l'impression. Je pense que même toi, en étant femme visible, tu dois recevoir malheureusement des remarques sur ton physique, ta façon de parler. Enfin, c'est le lot de à peu près toutes les femmes qui prennent la parole dans le champ public. Mais moi, en fait, je me dis... c'est le désavantage, c'est que je suis indépendante, je suis libre, je traite les sujets comme je veux. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas fait un travail d'éducation dans la société. Il y a un travail aussi de mise en fait de pénalisation de ces violences-là sur les réseaux sociaux. C'est en train de s'améliorer, mais on n'y est pas. C'est encore assez une jungle où on se prend un peu tout et n'importe quoi. Donc ça demande aussi de prendre soin de sa santé mentale, de prendre aussi du recul par rapport à ce qu'on publie, ce qu'on dit. Et c'est vrai que c'est une prise de risque. Moi, je sais qu'à chaque fois que je publie une vidéo, c'est une énorme prise de risque. Parce que je sais qu'elle peut vite tourner, je sais que je peux me faire vite insulter, je peux me faire même... j'ai déjà eu des menaces de mort, de viol, etc. C'est des choses qui existent malheureusement dans la sphère publique. Donc voilà. Merci Nesrine en tout cas, parce que voilà, moi je suis Nesrine depuis le début, son engagement. N'hésitez pas à la lire plus longuement dans son roman, dans celui qui viendra. C'est très inspirant. Bravo à toi en tout cas, et à la suivre évidemment sur ses réseaux sociaux. On apprend plein de choses. Merci beaucoup. Merci Pauline. Bonne journée à tous. D'avoir été avec nous. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir bien sûr.